Bonjour, bienvenue dans l'épisode 34 de Dessine-moi un divan, le podcast pour penser la psychanalyse autrement. Je suis Candice Medina-Maro, créatrice de ce podcast, et je vous propose aujourd'hui, pour continuer dans la thématique de l'argent, de parler de pouvoir, de dette et de loyauté. Vous êtes prêts ? Vous êtes prêts ? L'aventure nous attend. C'est parti ! L'argent est un enjeu de pouvoir. Et si l'argent n'est pas seulement une question financière, si elle n'est pas juste une question sociologique et de moyens d'échange, c'est parce qu'elle est hautement symbolique et que les enjeux de pouvoir sont vertigineux. Je ne parle pas ici du pouvoir d'achat, curieuse locution de notre société capitaliste que nous, les humains, avons construite et dans laquelle il nous faut être une ressource optimisée, rentable et qui consomme, non pas uniquement pour subvenir à nos besoins vitaux et essentiels, mais pour trouver l'objet qui comblera enfin nos désirs. Rencontre sans cesse ratée d'ailleurs, qui nous invite donc à chercher dans le prochain achat cet objet qui mettra fin au manque, qui fera de nous des êtres complets, dans un échec sans cesse renouvelé, parce que, entre autres, nous sommes des êtres de désir, et qu'en attendant notre fin assurée, il y en a un paquet à vivre de désirs. La question n'est pas de savoir si nous désirons ou si nous manquons, mais de savoir ce que nous allons faire de nos désirs et de nos manques. Ce dont je parle, ce sont des enjeux de pouvoir qu'ils mobilisent dans une psychanalyse. Et quand je dis cela, je ne parle pas du prix des séances. Je le répète, je fais partie des analystes qui ne demandent pas de tarif fixe pour les séances. Pour celles et ceux qui auraient été dérangés par le bruit de la cafetière pendant l'épisode 9, ou quelques autres distractions, car oui, tout le monde écoute des podcasts en faisant autre chose, ou pour celles et ceux qui ne l'auraient tout simplement pas encore écouté, j'y disais qu'il est nécessaire qu'une séance soit un peu coûteuse, car c'est aussi là que s'engage le travail. Si ça ne vous coûte pas, l'investissement que vous y mettrez ne sera pas le même que si ça vous coûte. Il faut aussi que le tarif que vous payez vous permette de ne pas vous sentir en dette vis-à-vis de l'analyste. On va continuer à parler plus longuement après de cette histoire de dette. Il ne faut pas que ce soit trop coûteux non plus, car il ne s'agit certainement pas que le coût vous empêche de venir faute de moyens. Il ne s'agit pas de vous ruiner ou de vous priver de choses essentielles pour vous. Ce n'est absolument pas le but. Il ne s'agit pas non plus de ne faire une séance que tous les 36 du mois, faute de moyens suffisants pour en faire 2 par semaine, par exemple. Donc le prix doit s'adapter aussi au rythme des séances. Bref, il faut que ça coûte quelque chose, mais pas trop, et que ce soit en fonction des moyens de chacune et de chacun, ainsi qu'en fonction du rythme convenu. Ce choix, c'est mon choix, c'est celui d'autres analystes, et il y en a d'autres qui font des choix différents. Chacun fait vraiment ce qu'il veut. Je trouve la gratuité ou la prise en charge totale embêtante pour tout ce que la suppose de dette, pour la position dans laquelle ça met la personne qui vient consulter, c'est-à-dire à celle d'un patient ou d'une patiente, qui se retrouve d'une certaine manière en dette de la prise en charge collective. Or, vous le savez, en analyse, en tout cas dans ma manière de concevoir les choses, il ne s'agit pas de recevoir des patientes ou des patients. Il ne s'agit pas de soigner qui que ce soit. Déjà parce que je considère qu'il y a une très grande différence entre être en souffrance, y compris aiguë, et être malade. Et parce qu'il s'agit de proposer un espace de travail, d'exploration d'une histoire, son histoire, dans toutes ses dimensions, avec les enjeux de réparation que cela suppose aussi. L'enjeu est d'accompagner le travail d'une personne dans une relation et un cadre sécurisant, qui du coup seront aussi thérapeutiques et c'est tant mieux. Dans cette perspective, la gratuité ou la prise en charge totale me semble problématique, car elles mettent en dette sur plein de plans. En revanche, il me semble essentiel que le travail psy soit accessible, et c'est pour cela que je ne pratique pas de tarif fixe. La gratuité ou la prise en charge totale met en dette des autres. Or, quand une pratique comme la psychanalyse se veut un travail de déconstruction, de désaliénation, on évite quand même généralement de mettre les gens en dette. Les dettes symboliques sont suffisamment coûteuses comme cela, et ça, évidemment, on les met en travail en analyse. Ceci étant dit, je m'interroge néanmoins sur le fait de savoir s'il est normal que la santé corporelle soit prise en charge par la collectivité, en partie tout au moins, et que ce qu'on appelle la santé mentale ne le soit que peu. Ça dit des choses de notre rapport à la santé en tant que société, et c'est très culturel tout ça. Ça varie fortement d'une société à l'autre, et bien sûr d'une époque à l'autre. Je ne suis pas à l'aise avec la locution santé mentale, je l'ai déjà dit. Mais à part cela, ça dit des choses sur l'importance qu'on va donner à ce qui se voit et se mesure, ce qui est en partie objectivable, genre une jambe cassée, et ce qui l'est moins, comme c'est le cas de l'état psychique d'une personne. Je dirais même que dans notre société, où la médecine est avant tout curative, où la prévention a peu de place, là aussi ça parle. Et donc tout cela pour dire que ça me questionne, le fait que l'état psychique d'une personne soit finalement considéré comme moins important que son état physique dans les politiques de santé publique, qui sont un reflet plutôt fidèle quand même de ce qu'en pense une société, consciemment ou inconsciemment. Bref, vous l'aurez compris, je m'interroge sur ce sujet. Et d'ailleurs, vous en pensez quoi, vous ?
Revenons au paiement des séances d'analyse. S'il s'agissait simplement de définir un tarif, fixe ou flexible, l'argent ne poserait pas de problème. Or, il en pose. Il en pose car, en effet, ce n'est pas une pratique prise en charge par la Sécu ou les mutuelles, même si certaines prennent parfois une poignée de séances en charge. Et que donc c'est une dépense financière non négligeable, étant donné que c'est un travail de fond qui se fait généralement de quelques mois à plusieurs années en fonction de ce que viennent chercher et trouvent les personnes qui se lancent dans ce travail sur leur histoire. Et au-delà, c'est une vraie dépense symbolique, une dépense pour un rendez-vous avec soi et son histoire. Plusieurs personnes faisant ou ayant fait une psychanalyse m'ont confié que le travail qui était fait en soi n'avait finalement pas de prix, et je suis bien d'accord avec cela. Parfois, ça change tellement tout, il se passe des choses tellement belles, alors même qu'on travaille sur ce qu'il y a parfois de plus douloureux et atroce, que les séances n'ont pas de prix. Ce qui se passe dans une psychanalyse n'est tellement rien à l'échelle de l'humanité, et pourtant tellement précieux et crucial parfois à l'échelle d'une vie, que ça n'a pas de prix. Si demain je devenais milliardaire en gagnant au loto, bon, il faudrait que je commence par jouer, certes, mais disons que demain, paf, je deviens milliardaire. Vous conviendrez avec moi que je pourrais alors ne plus faire payer les personnes qui viennent travailler avec moi, et je pourrais offrir toutes les séances. Eh bien, je ne le ferai pas. Oui, c'est vrai, je pourrais vivre sans aucun problème, sans avoir à gagner de l'argent avec mon travail. Mais je ne le ferai pas pour autant, car ce serait mettre les autres en dette. Et ça, je n'en ai aucune envie. En revanche, je pourrais proposer des tarifs peut-être encore plus flexibles pour qu'ils puissent s'adapter à plus de monde encore. Mais même là, c'est intéressant de voir que ça ne dépend pas que de moi, de mon éthique et de mon choix politique, de décider que les tarifs sont flexibles. En effet, certaines personnes, alors même qu'elles ont peu, voire très peu de revenus, décident de payer un tarif qui leur semble juste et digne pour elles-mêmes, et qui va parfois être égal ou supérieur au tarif que d'autres vont payer, alors qu'ils ont davantage de revenus, mais vont choisir de payer le tarif le plus bas possible. Donc c'est très subjectif et symbolique tout ce que ça met en travail, le choix du tarif pour chaque personne. Chacun voit où se situe la dette et le pouvoir selon son histoire, selon son rapport à l'argent et le rapport aux autres. Pourquoi est-ce que je parle de dette et de pouvoir ? Le signifiant pouvoir renvoie à de nombreuses acceptions. Si on laisse résonner l'équivocité qu'il porte en lui, et selon les signifiants qui lui sont accolés, mon Dieu, qu'est-ce que j'emploie des termes sophistiqués, ainsi que les situations dans lesquelles il est énoncé, le signifiant pouvoir renvoie à de nombreuses acceptions, c'est-à-dire de nombreuses définitions. Si on laisse résonner l'équivocité qu'il porte en lui, et selon les signifiants, c'est-à-dire les autres mots pour faire vite qui lui sont accolés, ainsi que les situations dans lesquelles il est énoncé, il peut signifier, vouloir dire une chose et son contraire. Et oui, le pouvoir en appelle tout autant à dominer qu'à prendre place. C'est tout et son contraire. Si on prend le signifiant pouvoir sous l'angle de la domination, comme quelque chose niché dans toute relation à l'autre, qui va jusqu'à instrumentaliser, objectifier l'autre sans considération pour ce dernier, on arrive vite aux fameux pervers narcissiques, ces personnalités toxiques ou nocives qui semblent être les avatars d'un enjeu de pouvoir. Or, à considérer cet enjeu de pouvoir comme le pivot d'une structure qui constituerait la personnalité d'un individu, on se retrouverait dans une sorte de déterminisme, tout aussi stérile que désespérant. Bien sûr, nouer des relations perverses, c'est-à-dire grosso modo des relations où les enjeux de pouvoir et donc de domination et soumission sont exacerbés, peut être une manière de tenir dans le monde, de l'habiter en fonction de son histoire, de ce qu'on a décidé d'en faire, souvent inconsciemment, jusqu'à ce qu'on en prenne conscience, si on en prend conscience un jour. Je rappelle qu'en tant que sujet, nous sommes responsables de notre manière d'être au monde. Nous sommes la réponse éthique, en acte et en parole de ce dont on hérite et de ce qui nous arrive, même si ce n'est pas complètement conscient. Être pervers n'est donc probablement pas la locution appropriée, il me semble. Tisser des relations perverses semble une approche plus juste pour désigner cette manière, somme toute défensive et donc agressive, d'habiter le monde. Par ailleurs, pour nouer une relation perverse, il faut être deux, à minima. Je dis à minima, car comme on est des êtres de relation, il y a toutes les relations fondatrices et importantes, passées et présentes, qui se trouvent dans cette relation perverse. C'est la raison pour laquelle ne considérer une personne que comme une victime, c'est lui ôter la responsabilité qu'elle a dans une relation. C'est lui ôter ce qui lui appartient dans cette relation, le pourquoi elle est entrée et surtout restée dans cette relation. Car ce n'est jamais juste du hasard ou de la malchance. C'est lui ôter le pouvoir qu'elle a dans cette relation, et donc aussi le pouvoir de l'entretenir ou de l'interrompre, ce qui est toujours complexe pour plein de raisons qui tiennent à l'histoire singulière de chacune et de chacun. Rendre à César ce qui appartient à César, c'est rendre à une personne ce qui lui est dû, et donc notamment sa responsabilité dans toute relation, son pouvoir, et de fait sa dignité de sujet.
Bien sûr, il y a des situations et des relations dont on est victime, et c'est crucial de le reconnaître, de le dire, de le ressentir, de pouvoir le penser, de pouvoir le pleurer, c'est indispensable. Et il est tout autant indispensable de voir qu'on n'est pas que victime, au risque de s'y résumer, de rester coincé dans ce statut et de ne pas pouvoir se penser autrement, même si ça aussi, ça parle. C'est pourquoi dans toute situation d'abus, qui contient donc nécessairement de l'abus de pouvoir, la victime n'est pas qu'un objet, fort heureusement. À ce qui lui arrive, elle répondra en actes, en paroles, en répétition aussi bien sûr malheureusement. En somme, elle trouvera l'art et la manière de faire avec ce qui lui arrive. Ce qui souligne d'autant plus la place des manifestations psychiques comme vérité du sujet, qu'on va chercher à écouter en analyse et surtout pas à faire taire. Ceci nous amène à évoquer le fameux transfert. Alors d'ores et déjà, je tiens à rappeler que le transfert existe dans toutes relations humaines. Oui, mais le transfert, cette chose présente dans toutes relations humaines, c'est quoi ? Eh bien, le transfert en psychanalyse, c'est comme une réactualisation des nœuds relationnels qu'a connu l'analysant ou l'analysant, reporté et supporté par l'analyste. Il y en a des choses dans cette phrase. Alors bon, pour vous éviter de revenir en arrière pour l'écouter à nouveau, je la répète. Le transfert en psychanalyse, c'est comme une réactualisation des nœuds relationnels qu'a connu l'analysant ou l'analysant, qui sont reportés et supportés par l'analyste. Par conséquent, l'analyste apparaît comme ayant un rôle décisif à jouer dans la posture qu'elle prendra dans le transfert. Étant donné ce que j'ai déjà évoqué, il semble évident que l'abus de pouvoir, qui constitue notamment un abus psychique, est facile à commettre dans la relation analytique, du fait du savoir qui ne va donc pas sans un certain pouvoir, supposé à l'analyste par l'analysant ou l'analysante. Il y a un autre élément intéressant, et je laisse Freud vous en parler. En vérité, personne n'échappe aux besoins affectifs d'amour et de haine, à cette dualité de sentiments inhérente au fonctionnement psychique. À ce titre, le transfert est un phénomène humain général qui domine toutes les relations d'une personne donnée avec son entourage humain. Ok, alors vous aurez remarqué, il y a plusieurs éléments proposés ici, notamment la dualité de sentiments, amour-haine. Bon, les choses sont en fait moins binaires que cela, mais disons que les sentiments que l'on a pour une personne sont toujours complexes. Ce n'est jamais noir ou blanc, c'est toujours plein de couleurs et de nuances, et surtout c'est dynamique. Ça bouge en permanence. Et ça se retrouve dans la relation analytique. Généralement, les thérapies évoquent l'idée d'une alliance thérapeutique. Ça renvoie à l'idée de coopération, de travail commun. Je préfère parler de relation plutôt que d'alliance, car il y a quelque chose qui me paraît un peu figé dans ce terme, alors que le terme relation renvoie à quelque chose de plus ouvert, de plus vivant, de plus dynamique. Enfin, selon moi, et ce point de vue n'engage que moi, vous en faites bien ce que vous en voulez. Le transfert doit pouvoir se faire à travers ce savoir, pouvoir, prêté à l'analyste par celui ou celle qui vient consulter. Et il est tout aussi nécessaire que l'analyste n'en soit pas dupe, qu'elle ne se situe pas à cet endroit, mais bien à la place de l'analyste, et donc là aussi où l'analysante ou l'analysant le ou la met dans la relation analytique, en rejouant des relations passées, et présentes d'ailleurs aussi. Que se passe-t-il donc lorsqu'un ou une psy est dupe, lorsqu'elle se confond avec la place qu'elle ou il occupe momentanément dans cette relation analytique-là? Qu'advient-il lorsque, pour un ou une analyste, la jouissance se situe dans le pouvoir sur l'autre ou pour l'autre? Eh bien de l'abus. Et l'on voit sans peine comment il peut être facile d'abuser lorsqu'une relation dissymétrique, comme la relation analytique, mais aussi la relation parent-enfant, médecin-patient, prof-élève, etc., portent en elle la possibilité démesurément simple d'abuser pour celui ou celle qui se trouve à l'endroit du pouvoir, et ainsi de faire effraction chez l'autre. Et justement, la question de l'argent, pour en revenir à elle, se pose aussi en ces termes. L'argent devient parfois le reflet de la peur de l'abus, car il se loge dans un nœud de la symétrie de la relation, puisque ça peut constituer un enjeu dans la relation analytique et venir appuyer sur des peurs, comme la peur de l'abandon ou la peur de l'abus. Mon choix de ne pas demander de tarif fixe est tout aussi important pour l'accessibilité que problématique, au sens où il pose des problématiques quant à la relation à l'argent et à l'autre. Bref, vous l'aurez compris, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise solution. Dans tous les cas, c'est complexe. Comme ce sont les analysantes et analysants qui réfléchissent au juste tarif pour elles et pour eux, qui essaient de trouver là où elles se sentent à l'aise, ça a l'air simple, mais en fait ça ne l'est pas. Et cette discussion autour du tarif des séances revient fréquemment. Comment définir ce qui leur coûte et ce qui est juste pour elles et pour eux? Ça n'a l'air de rien comme question, mais ça suppose d'être à l'écoute de soi, de pouvoir penser cette question et tout ce que ça convoque de valeurs, de mérites, de statuts, etc. Ça mobilise aussi bien des données sociologiques, des représentations collectives intériorisées, que des données personnelles, familiales, dans le rapport à l'argent
au travail, à soi, aux autres. Ça convoque ensuite des questions qu'elles imaginent que je me pose, comme est-ce qu'elles me payent assez? Est-ce que j'arrive à vivre correctement? Ou est-ce qu'elles sont responsables de potentielles difficultés financières que je pourrais avoir? Est-ce que je ne vais pas changer d'avis ou refuser qu'elles payent moins, voire beaucoup moins que le tarif moyen, et ce faisant mettre un terme au travail parce qu'elles n'ont pas les moyens de payer plus? Est-ce que je perçois qu'elles payent un tarif qui ne leur coûte pas ou trop peu? D'ailleurs, de quoi ça parle, ce faisant? Est-ce que c'est pour me faire payer quelque chose à moi? Est-ce que je perçois qu'elles payent un tarif qui leur coûte trop? Et d'ailleurs, de quoi ça parle, ce faisant? Est-ce que c'est pour me mettre en dette? Est-ce que c'est une autre dette qu'elles essaient de payer? Bref, vous voyez, c'est un sujet passionnant. Parce que ça renvoie bien évidemment aux autres relations, au système d'échange, de valeurs, de récompenses, de mérite. Ça mobilise beaucoup d'aspects des relations avec les autres. Et c'est ça qu'on se propose de mettre en travail en analyse. Et vous voyez alors qu'on ne parle plus vraiment d'argent, mais de ce que ça sous-tend. Et déjà, que toutes ces questions sont brûlantes, alors que dire quand les psys abusent? Parce que oui, des psys abusent. Il y a des psychanalystes qui demandent 70 € pour des séances de 30 minutes en imposant 2 séances par semaine à des personnes au chômage qui, une fois payé leur loyer et leurs séances, sont déjà à découvert. Il y a des psychanalystes qui décrètent que quand les analysantes et analysants sont en vacances, ils doivent quand même régler les séances, voire parfois payer quand ce sont eux, les analystes, qui sont en vacances. Et bien cela, c'est très abusif. Alors bon, évidemment, c'est pas tous les analystes qui font ça, fort heureusement, mais ça existe et c'est très abusif. Il n'y a pas d'autre mot. Et non seulement c'est abusif, mais parfois c'est imposé alors que le travail est déjà entamé. C'est donc doublement abusif. Ça amène 2 interrogations. Qu'est-ce qui fait que ces analystes abusent? De quoi ça parle pour eux? Pour elles? Qu'est-ce qui fait que les analysantes et analysants acceptent ces abus, quand bien même ils les perçoivent comme tels, comme des abus? De quoi ça parle au regard de leur histoire, de leur perception et représentation d'eux-mêmes et des autres? Et comment font-ils et comment font-elles pour en parler, alors même que c'est dans la relation analytique qu'elles devraient pouvoir explorer cela, et ils ne le peuvent pas? C'est pour ces raisons que, quand bien même cela dit des choses de l'histoire de ces psys, ce n'est pas acceptable, c'est inacceptable, et c'est abusif. Le pouvoir, selon ce que sa polysémie laisse raisonner, fait figure d'emprise ou de liberté. En tant qu'analystes, nous avons à nous départir de l'idée d'un quelconque pouvoir à exercer sur celles et ceux qui viennent travailler avec nous. L'argent convoque la question du pouvoir, et donc de l'abus, et celle aussi de la dette, des dettes symboliques. Alors bien sûr, elles peuvent être aussi financières, mais quand bien même une personne est en dette financièrement, elle l'est aussi symboliquement. Qu'est-ce que j'entends par dette symbolique? C'est se poser la question de ce qu'on doit aux autres. À qui avons-nous le sentiment de devoir quelque chose, et pourquoi? Quelles dettes, au pluriel, payons-nous? Et est-ce que ces dettes sont les nôtres en propre, ou est-ce qu'elles appartiennent à la famille entière, ou à une personne de notre famille, ou à une société? Est-ce que les dettes dont nous nous sentons redevables nous appartiennent vraiment? Prenons l'exemple des cadeaux. Pourquoi les cadeaux? Eh bien parce que, au moment où j'écris ces lignes, nous sommes en plein dans les fêtes de fin d'année, et donc dans une période de cadeaux. Mais c'est aussi parce que la question des cadeaux revient régulièrement avec des moments de vie comme un anniversaire, une naissance, un départ en voyage, un emménagement, un départ à la retraite, un mariage, une maladie, etc. Bref, faire ou recevoir des cadeaux revient souvent dans une vie. Or non seulement faire et recevoir des cadeaux est très culturel, codifié selon les époques, les sociétés, les familles, mais en plus, si c'était gratuit, ça se saurait. Et je ne parle même pas d'argent là. Combien de personnes ont du mal à recevoir un cadeau, car ne s'en sentent pas dignes, ou pensent ne pas le mériter, ou ont peur de devoir payer d'une manière ou d'une autre ce cadeau, etc. Remplacez le cadeau par le mot aide, et vous tomberez sur les mêmes croyances et les mêmes craintes. Ce à quoi ça renvoie parle de l'histoire de chacune, de chacun, et je ne vais donc pas me hasarder à proposer des généralités. Il s'agit de voir qu'il est plus question de transaction que de don. Il est toujours beaucoup plus question d'échanges qui sont plus ou moins implicites, et donc difficiles à identifier, à penser consciemment. Qu'est-ce qu'on échange? Avec qui? Comment? Selon quelle modalité? La relation à l'argent renvoie également à la notion de loyauté. Être loyal, c'est ne pas être en dette. C'est se conformer à un mécanisme, un fonctionnement, une habitude, un secret de famille, une dette aussi, etc. Et ça peut être très entravant, d'autant qu'on ne s'en rend pas forcément compte. Être loyal, c'est parfois mettre l'autre en dette aussi, face en étant loyal. Choisir d'être loyal, c'est parfois mettre l'autre en dette, en tout cas dans notre propre tête, dans notre grand livre comptable. Et cette question de loyauté renvoie au besoin d'appartenance. Nous sommes des êtres sociaux, des êtres de relation, et nous avons besoin de sentir que nous appartenons à tel ou tel groupe, au pluriel. Nous avons besoin de sentir que nous avons une place. Une place ou notre place? Et à quel coût? Je vous propose qu'on ponctue là-dessus,
Et d'ici la prochaine fois, je vous souhaite de belles explorations.